Et l'essentiel politique ce soir, c'est avec Brice Sokol. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes politologue et essayiste. Dans ce numéro, on parlera des annonces à venir de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre devrait bientôt dévoiler ses pistes budgétaires pour 2026. Les socialistes l'attendent au tournant. Également en embuscade, les syndicats. Après la mobilisation réussie du 18 septembre, ils ont donné jusqu'à mercredi au Premier ministre pour répondre à leurs revendications, faute de quoi ils menacent de retourner dans la rue. Et puis on reviendra sur la reconnaissance par la France d'un État palestinien et le débat qui agite actuellement les mairies françaises. Faut-il ou pas afficher le drapeau palestinien sur leur façade ? Après avoir reçu, consulté, écouté, Sébastien Lecornu va donc désormais devoir parler. Le Premier ministre français a déjà fait quelques annonces, comme le maintien des 2 jours fériés que son prédécesseur François Bayrou voulait supprimer. Mais il est aussi attendu sur ses propres solutions pour réduire le déficit de la France. Et pour l'instant, c'est Marine Le Pen qui résume la situation dans une interview au Journal du Dimanche. Nous avons passé 2 heures ensemble et à la sortie, nous ne savions toujours pas quelle forme prendrait le budget qu'il s'apprête à présenter. Brice Sokol, Sébastien Lecornu va devoir abattre ses cartes, mais lesquelles ? C'est une très bonne question, mais lesquelles ? En fait, Sébastien Lecornu, dans une situation extrêmement difficile, vous vous souvenez, il a pris ses fonctions à un moment où vous avez une grosse manifestation sociale qui était bloquant tout, puis s'en est suivi une deuxième manifestation organisée par les forces sociales du pays. Il a la pression des forces sociales, il a la pression des différents partis politiques d'opposition, évidemment le Parti socialiste et également le Rassemblement national, qui l'un ou l'autre, avec l'un et ou avec l'autre, il pourrait éventuellement obtenir une majorité. Sauf qu'il a fait son choix, manifestement, ce sera plutôt avec les socialistes. Manifestement, il a fait son choix, et je pense qu'il a un mandat du président de la République pour pouvoir négocier avec le Parti socialiste. Sur quoi, sur quelle base ? Vous vous souvenez, M. Barnier parlait de 66 milliards budget de réduction. François Bayrou parlait de lui entre 40 et 45 milliards. Et j'ai le sentiment que M. Lecornu prend un peu le sujet à l'envers, revient dans une situation un peu plus classique, c'est-à-dire qu'on n'annonce pas. On ne fait pas un budget de tendance. Vous vous souvenez, M. Barnier ou M. Bayrou faisaient un budget de tendance sur l'année N+1, en disant qu'il faut faire tant d'économies parce que les tendances vont dans cette direction. Sébastien Lecornu revient à l'ancienne méthode, c'est-à-dire qu'on fait le budget de l'année N+1 par rapport au budget actuel. Ça, c'est nouveau. Donc, il n'annonce pas de chiffres. Ça, c'est il a quand même évoqué un effort entre 37 et 38 milliards d'euros, oui, contre 44 pour François Bayrou. Mais basé sur l'année N-1. Et donc, pour atteindre ce chiffre-là, il est obligé évidemment de négocier avec le Parti socialiste, parce que c'est le mandat qui semble lui avoir été donné. Sur quelle base ? Alors, on parle beaucoup de la taxe Zucman. La taxe Zucman, c'est taxé à hauteur de 2% par an les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Alors, il y a eu toute une polémique ce week-end autour de la taxe Zucman que porte en partie le Parti socialiste. Mais on a le sentiment qu'en fait, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. 2 remarques. La première, c'est que vous vous souvenez, c'est un peu comme les jours fériés. On en parle beaucoup. Et finalement, est-ce que l'essentiel est là ? Est-ce que l'essentiel, dans ce budget, ce n'est pas d'abord peut-être une réflexion sur l'organisation de l'État, la dépense publique ? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a un deuxième sujet, et je pense qu'ils sont en train d'en prendre conscience. C'est ce sujet qui monte depuis plusieurs années en France. On l'a vu depuis les Gilets jaunes, et puis la réforme des retraites, tout le choc de l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Tous ces chocs géopolitiques, ces chocs nationaux, la dissolution est quand même a bouleversé un peu les Français, pas que les Français d'ailleurs, les partis politiques également. Et donc, on a de plus en plus de gens qui se sentent un peu déconnectés, qui se sentent oubliés, qui se sentent dépossédés. Et justement, il va devoir leur donner des gages à ces gens-là, et aux socialistes. Et cette notion de justice fiscale, elle doit être, je pense qu'elle est présente à l'esprit du Premier ministre, elle est poussée et portée par l'opposition de gauche, et je pense à raison, parce que ce pays, depuis 10 ans, souffre d'un sentiment d'inéquité. Voilà, inéquité fiscale, inéquité financière, avec une partie, on va dire 25% des Français qui profitent de la mondialisation et 75% qui ont le sentiment de ne pas en profiter. Donc il va falloir corriger... La justice fiscale, il ne pourra pas y couper. C'est un thème. C'est le thème, un des thèmes de ce budget. Alors certains disent, ça n'a rien à voir avec la préparation d'un budget. Si, parce qu'il faut aussi donner des signes qui soient évidemment des signes budgétaires, mais la question n'est pas que budgétaire, elle est sociétale, elle est aussi politique. Les syndicats, lui, ont donné
donner jusqu'à mercredi pour répondre à leurs revendications. Ils menacent de redescendre dans la rue. Il y a eu une mobilisation cette semaine, le 18 septembre, c'était jeudi. Est-ce que Sébastien Lecornu a pris, mais c'est ce que vous semblez dire, la mesure de la grogne et il est prêt à faire davantage de concessions? On parle de taxer les plus riches, effectivement, de la justice fiscale. Qu'en est-il des retraites? Alors, le retraite, c'est un sujet un peu plus complexe pour Sébastien Lecornu parce qu'il est... Il appartient toujours, alors il parle de rupture, mais il appartient toujours à cette majorité présidentielle qui a porté cette réforme de retraite. Je tiens à le rappeler, une réforme de retraite qui a été adoptée un peu au forceps, 49.3, de manière assez violente sur le plan institutionnel, qui a choqué les partis politiques de la majorité, certains de l'opposition et la majorité des Français. Donc il y a un sujet sur les retraites. Mais derrière ce sujet des retraites, encore une fois, il y a un autre sujet qui est peut-être aussi le rapport au travail, le rapport au temps de travail et le rapport au travail. On sait que dans ce pays, par exemple, dans d'autres pays, on a besoin de faire travailler les seniors un peu plus longtemps. On a besoin de faire travailler les jeunes qui rentrent un peu tard sur le marché du travail. Donc il y a une réflexion qui ne s'arrête pas à l'âge de la retraite, mais une réflexion plus globale sur à la fois l'organisation du travail, l'organisation des salariés, de la vie des salariés dans l'entreprise, et puis comment peut-on faire pour faire travailler peut-être plus longtemps une majorité de seniors. On voit bien que les entreprises ont du mal. Et puis vous avez cette notion qui a été un peu laissée de côté lors de la réforme de retraite, qui est la notion de la pénibilité. Je pense que c'est un dossier sur lequel le Premier ministre peut avancer. On va passer à l'international. Emmanuel Macron a prévoit de reconnaître ce lundi un État palestinien. Pour l'occasion, certains maires ont décidé de hisser le drapeau palestinien sur les façades de leur mairie. Mais cette initiative fait débat. Certains dénoncent une récupération politique. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, a sommé les préfets de s'opposer à toute utilisation des drapeaux palestiniens. Il invoque le risque de troubles graves à l'ordre public et le danger d'importation d'un conflit international sur le sol français. Je vous propose d'écouter la réaction de la maire communiste de Malakoff, Jacqueline Bellhomme. Elle compte laisser le drapeau sur sa mairie jusqu'à mardi. On en parle juste après. On est aux côtés du peuple palestinien. C'est symboliquement quelque chose d'important. Comme on l'a fait il y a quelques temps avec le drapeau ukrainien, quand on était aux côtés du peuple ukrainien qui était agressé par la Russie. Voilà, on avait apposé le drapeau ukrainien et là on appose le drapeau palestinien. Et quand c'est l'Ukraine, ça pose pas de problème. Quand c'est la Palestine, ça en pose un. On se demande pourquoi. Vous allez garder le drapeau? On l'enlève mardi. C'était prévu que ce soit comme ça. Brice Sokol, pourquoi c'est problématique d'afficher le drapeau palestinien et pas le drapeau ukrainien? Écoutez, moi si je suis ce qu'a dit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise cet après-midi, il a considéré que c'était contraire au principe de neutralité. Et il l'avait dit dans une autre jurisprudence concernant le drapeau ukrainien, que c'était un acte de solidarité. Donc d'un côté un acte de solidarité, de l'autre côté un manque de neutralité, parce que peut-être ce drapeau symbolise plus que le sujet palestinien. C'est une polémique lancée suite à l'initiative du premier secrétaire du Parti socialiste, M. Faure. C'était la semaine dernière. Il y a une récupération politique là-dedans. Alors certains ont dit que M. Faure faisait allégeance à Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on a vu depuis le massacre du 7 octobre, progressivement, une partie de l'extrême gauche essayer de faire un peu du clientélisme communautaire à travers la cause palestinienne. Donc un mélange des genres. On est à quelques mois des élections municipales. On sait que les partis de gauche, plus particulièrement LFI, est sur une position un peu que certains qualifient de clientéliste et de communautaire sur le plan territorial, dans certaines métropoles françaises et autour de certaines métropoles françaises. Le danger, il est là, c'est que au-delà de la nécessité de cette reconnaissance de l'État palestinien, tel que le président de la République et je crois qu'une majorité aujourd'hui de pays des Nations Unies reconnaissent, entre guillemets, l'État palestinien, où il peut y avoir une confusion entre le soutien universel à la souffrance d'un peuple et d'un autre côté une récupération communautaire et politique nationale dans des perspectives d'élections municipales et présidentielles. Donc cette confusion, elle est visible, elle est dommageable, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'État
je dis l'État, et cet après-midi, les tribunaux administratifs ont décidé qu'il n'était pas légitime de laisser ce drapeau palestinien pavoiser devant une mairie. Sachant que la mairie, c'est un peu le commun. Enfin, on habite tous dans des municipalités, on a tous un avis sur le conflit israélo-palestinien et on ne partage pas forcément tous. Ouais. Je voudrais qu'on revienne très rapidement pour terminer sur Emmanuel Macron qui va prononcer un discours demain à l'Assemblée générale pour reconnaître officiellement l'État de Palestine. Le président français, il va regagner des points à l'issue de ce discours, tout comme le discours de Dominique de Villepin à l'époque contre la guerre en Irak avait fait mouche. Est-ce que ça va être un discours historique ? Écoutez, je trouve qu'il y a... Villepin, c'était une autre époque. La France était derrière le président de la République, était derrière son Premier ministre. Aujourd'hui, quand moi je regarde les sondages, 7 Français sur 10, je reviens sur le drapeau palestinien, étaient contre. Sur les sondages qui sont sortis, je crois qu'il y a un sondage IFOP qui est sorti vendredi, sur la reconnaissance de l'État palestinien, les Français sont très partagés. Voilà, je pense que certains veulent la reconnaissance, d'autres non, et une grande majorité disait oui, une reconnaissance, mais avec des conditions que les otages reviennent. Donc c'est pas un sujet qui unit les Français. C'est pas un sujet qui unit les Français. Franchement, autant lorsque Dominique Villepin avait fait ce grand discours au nom de Jacques Chirac à l'époque aux Nations Unies, on sentait voilà, toute la nation française unie derrière ce discours. Autant aujourd'hui, mais parce que ce conflit a été malheureusement transposé, récupéré à travers le prisme national français, on sent une société française divisée sur ce sujet, mais divisée sur d'autres sujets. Et on peut se poser la question de savoir si le moment n'est pas plutôt de rassembler les Français plutôt que d'accentuer ces divisions. On peut comprendre, si vous voulez, toute la dynamique internationale autour de la reconnaissance de cet État palestinien. Malheureusement, l'impact dans certains pays européens, et notamment en France, dans un contexte très tendu, vous avez vu que les actes depuis le 7 octobre, les actes antisémites n'ont cessé de se multiplier dans notre pays, peut poser question. Et certains s'interrogent sur est-ce que c'était le bon moment, est-ce qu'il ne fallait pas attendre quelques mois. Voilà, c'est juste le bémol que certains y voient. Donc demain est un jour important, c'est un jour important pour les Palestiniens, un jour important pour les Français, mais encore une fois, il faut essayer de trouver une cohérence entre le national et l'international. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Brice Sokol d'avoir été notre invité pour l'essentiel politique. Restez avec nous sur France 24. Dans quelques minutes, vous retrouvez le journal de l'Afrique et on se donne rendez-vous juste après.